Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'ai vu que vous avez vachement kiffé les derniers threads d'horreur, du coup je me suis dit pourquoi pas en faire directement 7, comme ça moi c'est réglé. Du coup voilà. Et les histoires que je vous ai préparées, franchement elles sont incroyables. Je pense que honnêtement c'est genre une des vidéos où il y a les meilleures histoires qui ont été réunies ensemble. Il y en a certaines qui sont un petit peu plus choquantes que d'autres, donc comme d'habitude faites attention. Si je vous mets un disclaimer à un moment donné, c'est qu'il y a une raison. Et si c'est bon pour vous, on va directement passer au premier thread d'horreur. S'il vous plaît, n'allez jamais à Dudleytown. C'est au Connecticut, aux États-Unis, et c'est pas des farces, c'est pas du putaclic. Vraiment, n'y foutez jamais les pieds. Et d'ailleurs, je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, il y en a sûrement qui vont vouloir y aller. Premièrement, c'est illégal, au moins c'est dit, et en plus c'est une propriété privée, donc c'est doublement illégal. Et deuxièmement, vous verrez dans la vidéo aujourd'hui qu'il y a clairement une raison pour laquelle les gens ont abandonné Dudleytown et qu'il ne faut pas y foutre les pieds. Notre histoire, elle commence avec William, plus précisément Dr. William, excusez-nous, et avec son épouse Harriet. William nous dit que l'histoire commence lorsqu'il traverse le nord-ouest du Connecticut, dans un comté qui s'appelle Litchfield. Litchfield, c'est une région rurale avec de nombreuses routes de campagne assez sinueuses, et le Dr. Clark, il nous dit qu'il y était allé pour repérer une zone où construire leur résidence secondaire. On nous dit que le couple vivait à plein temps à New York, où le Dr. Clark était oncologue, je sais pas ce que c'était, mais en fait ça veut dire que c'est un médecin spécialisé dans le cancer, et il était également professeur au Columbian College of Physician Surgeons, donc pire accent ever. Donc ça se comprend, mais voilà, il voulait avoir un petit côté calme pour passer ses journées off dans un petit paradis de nature, et Litchfield, c'était la zone parfaite. Et c'est ainsi que le couple de New York roule le long des routes sinueuses de l'arrière-pays et ils atteignent un pont en bois. Et en le traversant, ils ont vu sur un espèce de flanc de montagne, et sur leur droite, en haut de la montagne, il y a une immense forêt. Franchement, elle est magnifique. À ce moment-là, le couple, il a aucune idée d'où est-ce qu'il faut aller. Mais au final, ils se disent qu'ils vont se laisser porter par la beauté des paysages et qu'ils vont rentrer dans cette forêt. Ils empruntent donc cette fameuse route et très rapidement, ils commencent à gravir une espèce de colline. Et on voit vraiment qu'elle a été envahie par la végétation et qu'il n'y a pas grand monde qui y passe tous les jours. D'ailleurs, c'est tellement galère pour William qu'il a dû arrêter la voiture et la garer sur le bord de la route. Et avec Harriet, sa femme, ils sont sortis puis ont continué à pied jusqu'à se rendre dans la forêt. Et dans cette forêt, ils nous disent qu'ils y ont vu des animaux traverser, des ruisseaux, des fruits partout. Bref, pour eux, c'était le paradis sur Terre. Ils commencent à regagner leur voiture et ils l'avaient clairement décidé, ils veulent construire leur résidence secondaire dans cette forêt. Peu de temps après, ils retournent à New York et là-bas, ils vont y faire les documents nécessaires pour acheter 4 km² à l'intérieur de la forêt au Connecticut. 4 km², ok, pardon, vous faites une maison ou un centre commercial? Et du coup, par la même occasion, ils apprennent qu'à une certaine époque, il y avait une ville dans cette forêt qu'on appelait Dark Entry. Cependant, on sait que tous les gens qui vivaient dans cette forêt sont un jour partis et le seul vestige qui reste de cette ville, c'est les quelques murs de pierre et ruines et quelques fondations de maisons éparpillées un peu partout. Et William, il trouve que ces ruines, ça donne du charme à la forêt et il ne s'inquiète pas plus que ça. Une fois l'achat du terrain finalisé, le Dr. Clark a commencé à rechercher des constructeurs locaux dans le Connecticut qui pourraient l'aider à construire cette résidence secondaire. Et William va vite être confronté à un problème. Peu importe la somme d'argent qu'il va offrir, tout le monde lui dit non. Il n'y en a aucun d'entre eux qui a donné à William une réponse claire quant aux raisons sur lesquelles il refusait son offre. Surtout que son projet, il est pas très compliqué, hein, c'est juste une maison de campagne quoi. Mais le couple suppose que c'est parce que la forêt est assez dense et c'est difficile d'accès. Et voyant que personne ne se décide à les aider, William va tout simplement construire la maison lui-même. Ah, si peu d'entre nous peuvent en dire autant. Faut vous en douter, mais William c'était un mec assez bricoleur. Il avait grandi dans une ferme au New Jersey et il savait comment construire des maisons. Ainsi, les mois suivants, le Dr. Clark va se rendre chaque week-end de New York à Dark Entry Forest et va construire sa résidence secondaire. Tout d'abord, il a abattu des arbres pour faire son terrain. Avec tout ce bois qu'il a coupé, il a construit une cabane assez rustique de 2 étages. À proximité, au sommet d'une colline, il y avait une source d'eau, donc il a décidé de poser des canalisations qui allaient de la source à la cabane pour qu'il puisse avoir de l'eau fraîche. Et William, il a construit une piscine juste à côté d'un ruisseau pour pouvoir y voir les poissons. À Thanksgiving cette année-là, la cabane est terminée et pour la première fois, William et sa femme sont restés au chalet pour célébrer les vacances. Et ce petit rituel, ils vont le faire durant de nombreuses années sans aucun problème. Jusqu'à un fameux été où William est soudainement rappelé à New York pour s'occuper d'une urgence médicale. C'est une situation qui est pas ouf et du coup Harriet elle va se retrouver soudainement seule dans cette cabane au milieu de la forêt pendant on ne sait pas combien de jours. Et Harriet ne le savait pas encore, mais elle s'apprêtait à vivre un enfer dans cette cabane. En fait, lorsque les greffiers ont acheté leur terrain, ils n'ont fait pratiquement aucune recherche sur la forêt ou ses environs. S'ils l'avaient fait, il n'aurait probablement pas acheté le terrain. Pour comprendre la suite de l'histoire, il faut s'intéresser à cette fameuse ville abandonnée et la raison de son abandon. Selon les locaux qui y vivaient et les villes aux alentours, l'endroit avait très mauvaise réputation, au point de créer quelques légendes autour du lieu, comme quoi apparemment il serait hanté. Et en fait d'ailleurs c'était la raison pour laquelle aucun constructeur de la région ne voulait construire la maison de William, parce que clairement tous les locaux qui habitaient autour de cette forêt avaient peur de s'y approcher. Du coup on nous explique que cette ville, connue sous le nom de Dudleytown, elle a été colonisée pour la première fois dans les années 1700
1740. Au début, il y avait que quelques personnes et quelques petites maisons, mais assez vite, il y a 30 familles qui s'y sont installées. Sauf que vers les années 1760, tout va déraper. Il y avait d'abord la famille Carter. Ils ont déménagé à Dudleytown en 1759. Et peu de temps après leur arrivée, 6 membres de leur famille sont tous morts du choléra. Et le reste de la famille Carter était si affligé par les pertes qu'ils ont décidé de quitter Dudleytown et se sont rendus à New York où ils vont se réinstaller. Mais presque immédiatement, des Amérindiens ont attaqué leurs propriétés et les ont massacrés. Il y a 3 personnes qui ont survécu à ce massacre et tous les 3 étaient des enfants qui ont été kidnappés et qu'on n'a plus jamais retrouvés. En 1792, il y a un résident de Dudleytown nommé Hollister. Il meurt subitement. En fait, il est en train de construire un toit lorsqu'il est tombé, l'accident tout con, et sa mort prématurée, elle s'est produite dans la maison d'un homme nommé Tanner. Et Tanner, après la mort de Hollister, il a soudainement commencé à parler de trucs un peu étranges. Apparemment, il y avait des créatures qui vivaient dans les bois. En fait, le mec a viré fou et sa fille a dû prendre le relais jusqu'à la fin de ses jours. Au même moment, il y a son voisin, Abel, qui a également commencé à rapporter qu'il voyait des créatures étranges errer autour de la ville. Au final, lui aussi devient fou et il décède. Mais les amis, vous allez voir que c'est pas fini. Vraiment, ça devient assez concernant quand même. Au début des années 1900, il y a un célèbre héros de guerre révolutionnaire, le général Herman Swift, qui vivait à Dudleytown. Peu de temps après que sa femme ait été frappée par la foudre, il est devenu fou et est décédé. En 1813, il y a une épidémie inconnue qui s'est abattue à Dudleytown et qui a tué bon nombre des habitants. Et vers 1900, tous les habitants de Dudleytown étaient morts. Et pour ceux qui l'étaient pas, ils se sont juste barrés en abandonnant leur maison pour ne pas mourir. Tout ça à l'exception d'une famille, les Brophy. Mais coup sur coup, leurs moutons mouraient, puis la mère est décédée de la tuberculose, puis les 2 fils ont été accusés de vol dans une ville voisine, et ils ont tout simplement disparu, on les a plus jamais revus, et il restait que John Brophy, le père. Mais malheureusement, la maison de famille Brophy, elle a entièrement brûlé, et John, ne sachant pas quoi faire, il s'est simplement égaré dans la forêt, et on ne l'a plus jamais revu. À ce stade, Dudleytown est officiellement une ville fantôme, et personne n'y vivait jusqu'à ce que William et sa femme Harriet décident de passer dans la forêt une belle journée d'été et d'y faire leur résidence secondaire. On revient rapidement au moment où William est appelé d'urgence à New York, mais finalement on nous dit que c'est assez rapide et 36 heures plus tard, il est déjà de retour. Il s'arrête donc à la gare, juste à côté de chez lui, et il s'attend à ce que Harriet l'attende sur le quai. Mais quand le train est entré en gare, il y avait personne. William il commence à s'inquiéter parce que sa femme n'avait aucune raison de ne pas venir le chercher et décide donc de marcher jusqu'à chez lui. Et pour une raison qu'il ignore, les hiboux dans la forêt ne lui font pas du tout le même effet que quand il était tout seul. Là, ça le fait limite un peu flipper. Il arrive devant sa porte, il entre dans la résidence secondaire et immédiatement, il entend un rire strident qui vient de l'étage. Directement, il reconnaît que c'est Harriet qui riait, sauf que son rire, il est pas du tout habituel. Il monte à l'étage, il ouvre la porte de sa chambre et face à lui, roulé en boule, il y a sa femme qui riait toute seule et qui le regardait avec un grand sourire. Il essaie de lui demander ce qui va pas et qu'est-ce qu'elle fait à rire par terre et Harriet semble complètement ailleurs. Depuis ce jour, William n'a plus jamais vécu avec sa femme parce qu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique peu de temps après. Et certaines sources disent même qu'elle se serait enlevé la vie là-bas. En fait, personne ne sait ce qui s'est passé durant ces 36 heures où William il était pas là. Personne ne sait ce qu'elle a vu ou vécu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est devenue complètement folle. Et elle a plus jamais de sa vie été saine d'esprit. Et d'ailleurs, un truc assez flippant, mais la seule chose qu'Harriet a réussi à dire, c'est qu'elle avait vu des choses dans les bois qui lui faisaient peur, comme des créatures. Aujourd'hui, Dudleytown est non seulement toujours abandonné, mais c'est également illégal de le visiter. Cependant, vous vous en doutez forcément, mais il y a des gens qui ont essayé de s'y faufiler et de se promener autour des ruines, et certains ont déclaré avoir capturé d'étranges silhouettes sombres qu'ils ne pouvaient pas voir à l'œil nu. Et d'ailleurs, il y a même Ed et Lorraine Warren qui y sont allés. Ils ont tourné un épisode spécial là-bas à l'intérieur de la forêt, et ils ont déclaré que la zone autour de Dudleytown était apparemment possédée par des démons. En tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'histoire de William, elle est bel et bien vraie et franchement assez troublante. Les amis, la prochaine histoire est celle de Martin, et je vous préviens tout de suite, c'est le cauchemar que tout enfant ne veut pas vivre. Et lui, il l'a vécu. Donc chaud. Comme je vous l'ai dit, la deuxième histoire nous est racontée par Martin, et quand il avait environ 12 ans, il nous explique que sa chambre était la seule à être au sous-sol, alors que les autres étaient à l'étage. Il nous explique que la maison de ses parents était un ranch, et que quand on entrait dans cette maison, elle se divisait en 2 parties. Il y avait un demi-escalier qui menait à l'étage, et un autre qui menait en bas. Le niveau inférieur où il se trouvait comprenait un salon, un garage, sa chambre et une salle de bain. Et les 3 autres chambres de la maison se trouvaient toutes à l'étage. Il nous dit qu'il a grandi comme étant l'aîné, et aussi le seul garçon de sa fratrie, et du coup naturellement il a eu la chambre d'en bas, parce que c'était la pièce la plus grande, et aussi celle qui lui permettait d'avoir une intimité. Il nous dit aussi qu'après ses 10 ans, ses parents lui ont donné un lit double, qui était beaucoup plus grand, et aussi beaucoup plus haut. Et à 12 ans, il nous dit qu'il a été autorisé à rester seul à la maison. Il nous dit que pendant une courte période, il s'est retrouvé seul chez lui pendant environ 3 nuits. Et c'est environ à cette même époque qu'il nous dit qu'il se réveillait
toutes les nuits sans vraiment savoir pourquoi, et qu'il avait beaucoup de mal à se rendormir. Étant donné qu'il avait 12 ans, il nous dit qu'il devrait pas avoir de problème à se rendormir à cet âge-là, et en plus il dormait avec un ventilateur à côté de son lit parce qu'il faisait vraiment très chaud, et donc il savait pas vraiment pourquoi il était réveillé. Donc une de ces nuits, il s'est réveillé, puis il a décidé de se lever pour aller remplir un verre d'eau aux toilettes. Il nous dit que ces toilettes étaient juste devant sa chambre, et pendant qu'il remplissait son verre d'eau, il a cru entendre quelque chose venir de l'intérieur de sa chambre. Il a donc fermé le robinet, il a écouté, mais il nous dit qu'il n'y avait plus rien, juste le bruit du ventilateur. Il s'est donc dirigé vers la porte de sa chambre et peut pas nous dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui lui faisait peur dans sa chambre. Il a décidé de monter dans le salon et de dormir sur le canapé cette nuit-là. Il nous dit qu'il a finalement fini par s'endormir, mais cette même nuit, il s'est encore une fois réveillé et cette fois à cause de bruit. Il nous dit que ça venait depuis la cuisine et qu'il a vu une espèce de lueur qui était probablement celle du réfrigérateur et les bruits de quelqu'un qui fouillait dans les aliments. Il nous dit que la maison elle était faite de manière à ce que la cuisine était hors de vue depuis le canapé du salon et qu'on pouvait juste entrevoir la porte. Du coup, il peut pas savoir qui est là, mais il entend simplement la porte du réfrigérateur se fermer et des pas s'éloigner pour aller en bas. Et il nous dit qu'à ce moment-là, il était vraiment somnolent et il s'est juste rendormi en pensant que c'était sa mère ou son père qui était rentré plus tôt. Le lendemain matin, il nous dit que sa mère était dans sa chambre en train de plier ses vêtements et à un moment donné, elle lui dit que sa chambre elle pue vraiment et qu'il ferait mieux de la nettoyer. Mais Martin il nous dit qu'il va totalement ignorer ce que sa mère lui a dit parce que pour lui, ça sentait pas quelque chose de si dégueulasse que ça. Mais il nous dit quand même qu'il aurait préféré ne pas ignorer ce conseil. Cette même nuit, son père a mis la climatisation en marche parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et après avoir regardé un film en famille, tout le monde a commencé à se préparer pour aller au lit. Il nous dit que lui, il est monté dans sa chambre et qu'il a commencé à jouer aux jeux vidéo pendant un petit moment. Et après avoir fait sa petite game, il a éteint la télévision, il a éteint la console, il s'est roulé sur le côté pour s'endormir et il a fermé les yeux. Il nous dit qu'à ce moment-là, il n'avait pas de ventilateur allumé, mais que la climatisation était en marche. Donc il y avait un espèce de bruit d'air qui sortait des bouches d'aération du plafond. Il s'est donc endormi, mais encore une fois, il sait pas pourquoi, mais il s'est réveillé peu de temps après. Il nous dit qu'à ce moment-là, il entend la ventilation souffler de l'air, et quelques secondes après, elle s'éteint. La pièce est devenue complètement silencieuse, et c'est là qu'il a entendu quelque chose respirer. Sauf que c'était pas sa respiration. Il commence à regarder autour de la pièce et la porte du placard est fermée. Donc il sait que ça ne vient pas de là. Et il y a une partie de lui qui se dit à un moment donné, c'est sans doute sa sœur qui lui fait une blague. Il s'est donc mis par terre et il a décidé de regarder au seul endroit où il pouvait penser que quelqu'un pouvait se cacher, sous son lit. Il a alors soulevé le petit morceau de tissu qui pendait du bas du lit et là, il y avait une personne allongée sous son lit. Il dit que la tête du mec lui fait face mais qu'il avait les yeux fermés. Et il est littéralement tombé et il est sorti de sa chambre en criant. Ses parents ont directement ouvert la porte et il nous dit qu'il se rappelle juste de vagues souvenirs où il voit son père aller chercher l'homme sous le lit et le faire sortir de la chambre. Bien sûr, ils ont appelé la police et il nous dit que le mec est allé en prison pendant un certain temps et qu'il était très probablement sans abri. Il nous dit aussi que ça lui a énormément causé de dégâts mentaux au point où il voulait même plus dormir dans sa propre chambre ou encore moins dans sa maison et du coup il a dû dormir pendant un petit moment avec ses parents. Il nous dit ensuite que son père a installé des caméras de sécurité partout dans la maison et qu'ils ont aussi dû jeter tout ce qui avait été ouvert dans le réfrigérateur parce qu'ils avaient aucune idée des aliments que le mec avait mangé. Et il comprend aussi que l'odeur dont sa mère s'est plaint venait du mec qui était littéralement sous le lit. Et donc oui, clairement les amis, je pense que avoir quelqu'un qui se cache sous votre lit quand vous êtes un enfant, c'est le cauchemar ultime. Et Martin, lui, ça lui arrivait quoi. Notre prochain thread nous est raconté par Kelly. Elle nous dit que tout a commencé le 20 décembre 2022 et elle nous explique qu'elle était assise à une table dans un restaurant barbecue coréen dans le nord de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Elle nous dit que c'était un dîner un peu spécial parce que Kelly sortait avec un mec qui s'appelait Max et depuis plusieurs mois maintenant, ils sortaient ensemble. Elle nous dit qu'elle était totalement amoureuse de lui mais qu'elle l'avait pas encore présenté à ses parents. Et du coup, Max lui avait fait la surprise de réserver un restaurant pour 4 personnes et il avait invité ses parents à venir dîner pour qu'ils puissent enfin se rencontrer. Elle nous dit qu'il était aussi exceptionnellement beau, de ce qu'elle dit, et que c'était quelqu'un de très instruit et surtout qu'il venait d'une famille extrêmement riche. Ça va la michto? Elle nous dit aussi que le grand-père de Max était propriétaire d'un gratte-ciel dans lequel Max résidait et que même si sa famille était influente et assez puissante en Corée du Sud, Max n'était pas du tout imbu de lui-même. Il était d'ailleurs très humble, gentil et poli. Et d'ailleurs elle nous dit même qu'il avait un faible pour les animaux, donc une personne tout à fait normale. Après environ 15 minutes, Kelly elle lève les yeux et elle voit ses parents arriver enfin dans le restaurant. Et là, la soirée se passe très bien. Elle nous dit que ses parents adorent Max. Ils trouvent qu'ils ont plein de valeurs en commun, que tout le monde s'entend super bien, et ils restent au moins 2 heures à table à discuter. La soirée se termine peu à peu, les parents de Kelly font même un câlin à son mec tellement qu'ils l'ont apprécié, et là Kelly elle nous dit qu'elle est aux anges. Et après que Max est payé, ses parents rentrent chez eux pendant que Max et elle marchent en direction du parking où ils s'étaient garés. Et Kelly elle nous dit qu'en marchant, elle remarque un truc qu'elle avait pas vu avant. Max, il est éclaté sa mère.
En fait, il avait vraiment beaucoup bu cette soirée-là, mais en réalité, elle avait pas trop remarqué parce qu'il avait rien laissé transparaître devant ses parents. Et en soi, elle nous dit qu'elle est assez contente que ses parents l'aient pas vu, mais que là, il commence à trébucher, il sait plus trop comment marcher. Et Kelly, même si elle est pas fâchée, elle pense quand même qu'il est plus prudent que Max ne conduise pas cette nuit-là, et elle préfère appeler un taxi pour rentrer. Et quand Kelly lui dit ça, Max, il le prend super mal. Probablement qu'il était trop ivre, mais il s'est senti vraiment offensé. Pour lui, il venait juste d'organiser une super soirée avec un rendez-vous avec sa famille, il a tout payé, et il le prend un peu comme si Kelly, elle venait de lui faire une réflexion par rapport au fait qu'il était ivre. Et là, les amis, autant vous dire que c'est la catastrophe. Vous imaginez même pas. Max il s'énerve, Kelly elle fait pareil, ils en arrivent aux mains et ça se termine avec Kelly qui quitte Max et finalement Max il se barre, il prend un taxi et Kelly elle reste sur le parking toute seule, totalement choquée par ce qui vient de se passer, puis elle décide elle aussi d'appeler un taxi et de rentrer chez elle. Ensuite elle s'est mise sur le lit et elle a pleuré jusqu'à s'endormir. Heureusement finalement elle a pas trop eu le cœur brisé longtemps parce que le lendemain matin, quand Kelly elle se réveille, elle nous dit qu'elle a entendu frapper à sa porte d'entrée et quand elle l'a ouvert, il y avait un gentil livreur avec un énorme et magnifique bouquet de roses et vous vous en doutez mais c'est Max qui voulait se faire pardonner. Il avait écrit une petite carte en lui disant « Accepte ces roses comme faisant partie de mes excuses. La nuit dernière c'est pas très bien terminé, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, viens dîner ce soir avec moi. » Dans le fond, Kelly elle nous dit qu'elle était assez soulagée de voir que Max s'était excusé et elle l'appelle immédiatement pour lui dire que c'est bon, elle le pardonne et à partir de ce moment-là, Max il va foutre les petits plats dans les grands mais vous imaginez même pas. Le soir ils sont sortis ensemble pour un dîner ultra chic, puis ensuite Max il a également réservé une chambre d'hôtel très luxueuse et ensuite il va emmener Kelly faire du shopping pendant des heures et il va lui acheter tout ce qu'elle veut. Pour Kelly, il est évident que Max essayait de continuer simplement à la couvrir de cadeaux pour se faire pardonner, et après plusieurs jours passés à littéralement être traitée comme une princesse, Kelly elle lui a finalement dit « C'est bon, arrête de m'acheter des trucs, je te pardonne totalement, y a pas de problème. » Sauf que Max, il continue, et il insiste vraiment pour que Kelly elle accepte la tonne de cadeaux qu'il lui offre quotidiennement. Alors pour sa défense, à ce moment-là c'est Noël, et en Corée du Sud, le Noël c'est pas vraiment comme nous on le fête. En fait là-bas c'est pas trop une fête familiale, c'est plutôt une fête dédiée au couple, c'est un petit peu comme notre Saint-Valentin à nous. Du coup Max, il a utilisé cette excuse pour lui acheter encore plus de cadeaux. Par la même occasion, Max il a dit à Kelly qu'il avait prévu un dîner très spécial pour le fameux Noël, mais pour que ça se fasse, il a demandé à Kelly si ça la dérangerait de passer à son appartement le matin de Noël pour nourrir ses chats et ses chiens, parce que Max devait justement aller faire les courses pour préparer ce grand dîner de Noël. Et forcément Kelly elle accepte, et elle nous dit que vers 11h du matin, le jour de Noël, Kelly elle monte dans l'ascenseur de l'immeuble de Max et elle commence à marcher dans le couloir en direction de sa porte. Mais alors qu'elle se rapproche de plus en plus, elle commence à sentir une odeur vraiment puissante. Elle nous dit que ça sentait la rose. Au début, Kelly elle pense que c'est un genre de coup monté, qu'en fait elle n'est pas vraiment là pour nourrir les animaux de compagnie et que Max avait planifié une surprise en amont et qu'elle va se retrouver sous une montagne de roses quand elle va ouvrir la porte. Ayant compris la supercherie, Kelly elle appelle Max pour lui dire qu'elle a capté le truc et que s'il veut il peut venir l'ouvrir la porte. Sauf que Max, il répond pas. Elle frappe plusieurs fois à la porte et encore une fois, il n'y a pas de réponse. Finalement, Kelly, elle utilise sa clé, elle ouvre la porte et elle entre dans l'appartement de Max, qu'elle voit pour la première fois. Et elle nous dit que ce qu'elle remarque en premier, c'est pas Max, c'est que l'appartement, il est complètement vide. Et l'odeur de rose qu'elle avait sentie plus tôt, ça venait d'un bouquet à moitié fané posé sur la table, avec plein de pétales qui étaient déjà tombés. Pourquoi est-ce que Max aurait acheté un bouquet si c'était pas pour l'offrir directement à Kelly? En regardant ailleurs, elle se rend compte qu'il y a d'autres vases de roses fanées un peu partout. Et rapidement, elle comprend que tout son appartement est littéralement rempli de bouquets de fleurs, dont la plupart semblent dater de plusieurs semaines. Kelly, elle nous dit qu'elle était un peu mal à l'aise, et elle appelle encore une fois Max, qui ne décroche pas, et finalement elle voit que ses chats commencent à s'impatienter pour être nourris, donc elle laisse ses questions de côté et elle va s'occuper des animaux. Sauf que merde, Max, tu nous as pas dit où tu rangeais la nourriture pour chat? Kelly elle commence donc à fouiller un peu partout avant de se retrouver dans un couloir avec une armoire au bout. Elle se dit qu'en vrai c'est pas déconnant de trouver de la nourriture pour animaux dans ce genre d'endroit, et elle se dirige donc vers cette armoire, tourne la poignée et elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque derrière la porte. Elle essaie de l'ouvrir, elle jette un coup d'œil autour d'elle, et elle voit cet appartement sombre, miteux, rempli de roses fanées qui lui foutent les jetons, et elle se dit qu'après avoir nourri les chats, elle se taille directement. Donc elle force encore une fois pour ouvrir la porte, et elle arrive à l'entrouvrir juste assez pour voir à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a un cadavre. Les amis, pour comprendre la suite de l'histoire, faut remonter quelques jours plus tôt, lorsque Kelly et Max se sont pris la tête sur le parking. Max, il avait donné l'impression qu'il était parti en trombe pour prendre un taxi et rentrer chez lui. Mais en réalité, il a juste attendu que Kelly s'éloigne, puis est retourné à sa voiture pour rentrer chez lui. En gros, il a jamais pris de taxi. Le problème, c'est que sur le chemin du retour, Max, il était un peu ivre, et il a malheureusement percuté un taxi. Ne vous en faites pas, ni Max ni le chauffeur n'ont été blessés, sauf que Max ne pouvait pas déclarer cet accident.
En fait, 9 ans plus tôt, en 2013, alors que Max servait dans l'armée, il avait déjà été emprisonné pour conduite en état d'ébriété. Et puis, après avoir quitté l'armée, il a été arrêté encore 2 fois pour conduite en état d'ébriété en 2018 et 2019. Et donc, même si l'accident avec le chauffeur de taxi était très mineur, Max ne voulait pas contacter la police parce que sinon, il serait considéré comme multirécidiviste. Il a donc gentiment convaincu le chauffeur de taxi de lui permettre de payer le dommage en privé. Et le chauffeur a accepté à condition qu'il soit payé en liquide. Max lui a alors dit que c'était ok, il l'a amené à son appartement et il lui a dit qu'il le paierait là-bas. Le problème, c'est que le chauffeur de taxi et Max sont arrivés à l'appartement et Max a refusé de payer la somme que demandait le chauffeur. Et sur le coup de l'énervement, Max a abattu le pauvre homme en le battant à mort. Se retrouvant avec un corps, Max l'a pris et l'a mis dans le placard à balai. Plus tard, on a découvert que tous les cadeaux et repas de Kelly avaient été payés avec la carte du chauffeur de taxi et que Max entretenait secrètement une fausse discussion avec la famille du conducteur pour leur faire croire qu'il était toujours en vie. Et du coup, sentant l'odeur de pourriture du corps devenant un peu dérangeante dans son appartement, il est tout simplement allé acheter des tonnes de bouquets de roses pour masquer l'odeur. Kelly, elle nous dit que par la suite, elle va aussi découvrir que Max ne vient pas du tout d'une famille riche et que son grand-père ne possède aucun gratte-ciel. Et donc que l'appartement dans lequel il vivait n'était pas du tout le sien. En fait, il s'agissait de l'appartement de son ex-petite amie, une dame d'une 50aine d'années, et tous ces fameux chats et chiens que Kelly devait aller nourrir étaient aussi ceux de l'ex-petite amie de Max. En gros, il a jamais eu d'animaux. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Cette fameuse petite amie, Kelly apprendra par la suite qu'on a retrouvé du sang appartenant à son ex-petite amie dans l'appartement, et qu'en fait, elle avait été assassinée par Max. Celui-ci s'est débarrassé de son corps, a récupéré son appartement, ses animaux et a gardé son téléphone pour continuer à discuter avec ses proches pour ne pas éveiller les soupçons. Kelly a bien sûr été terrifiée par cette histoire et encore une fois on espère que ça va aller mieux parce que franchement que ton mec soit un tueur, franchement c'est assez chaud. La prochaine histoire elle nous est racontée par Emily et elle nous dit directement que ça remonte à, comme on dit, entre parenthèses, tard l'époque. Elle nous explique qu'en avril 1979, Monica Meyers, une femme de 69 ans, a été nommée maire d'un petit village appelé Betterton aux États-Unis, dans l'état de Maryland, où elle vivait du coup. Elle nous dit que Betterton était autrefois une station balnéaire très chic au bord de l'eau, où les gens de Baltimore et de Philadelphie venaient y passer des vacances. Elle nous dit aussi qu'il y avait des hôtels, des restaurants, des magasins assez chics, mais au moment où Monica était devenue maire de Betterton, le village était en quelque sorte en déclin. Les gens avaient cessé de venir à Betterton, tous les hôtels ont fermé et ont été abandonnés ou incendiés, et les résidences d'été des riches ont été vendus et à la place on retrouvait maintenant des bidonvilles. Donc Emily elle nous dit que c'était quand même assez chaud comme quartier. Une deuxième chose à savoir, c'est pas l'histoire d'Emily en tant que telle, mais elle l'a vécu parce qu'elle habitait là-bas. Elle nous explique que Monica avait grandi à Betterton et qu'elle aimait vraiment la ville et qu'elle voulait absolument l'améliorer. Ainsi, lorsqu'elle est devenue maire, elle a tout de suite pris son rôle très à cœur. Au lieu de gérer le village depuis un bureau comme le feraient la plupart des maires, Monica est littéralement sortie en ville et a simplement commencé à faire de nombreux travaux gratuitement. Elle nous dit qu'on la voyait se promener avec la police et elle arrêtait littéralement les crimes en action avec eux. Emily elle nous raconte qu'une fois Monica était tombée sur quelqu'un qui pillait un hôtel et elle s'est personnellement chargée du problème en pourchassant la personne et en lui faisant rendre tout ce qu'elle avait pris. C'est Batman la meuf. J'ai dit Batman au lieu de Batgirl. Oh les féministes. Elle nous dit qu'elle ramassait souvent les déchets sur la plage, qu'elle réparait les maisons et les entreprises avec les gens du village et parfois elle faisait même du porte-à-porte pour demander aux gens comment ils allaient. Bref, c'était une femme super qui prenait vraiment son métier à cœur. Et ça fait plaisir. Et vous vous en doutez, mais très rapidement, les habitants de Betterton ont vraiment commencé à aimer Monica, et ils ont adoré la voir tous les jours faire de Betterton un meilleur endroit. Emily nous dit qu'environ un an après le début du mandat de Monica, les habitants de Betterton ont immédiatement remarqué que Monica n'était pas dans son bureau. En gros, il y a une journée où elle s'est pas rendue au commissariat le matin pour faire ses trucs habituels avec la police, que personne ne l'a vue sur la plage en train de ramasser les déchets, et qu'elle n'a frappé à la porte de personne pour prendre des nouvelles. Et du coup, en milieu de matinée cette journée-là, les habitants de Betterton, au nombre de 120, c'est pas une grande ville quand même, hein. Ils sont tous sortis à la recherche de Monica. Et vers 11h30, la police de Betterton a reçu un appel. Il y avait un mec qui était complètement paniqué et qui pouvait à peine prononcer une phrase correctement. Il a juste demandé à la police de venir. Emily nous dit que quand la police est arrivée sur place, ils ont vu qu'il s'agissait d'un bâtiment carré, assez bizarre, un peu niché dans les bois, et qu'il était vachement loin du centre-ville. Du coup, personne n'était jamais vraiment venu ici. Et vous allez voir plus tard que ça a son importance. Les policiers vont garer leur voiture et vont demander au mec qui a appelé la police, du coup, qu'est-ce qui se passe? Et là, le mec se met simplement à pleurer et il demande à la police de le suivre à l'intérieur de cette usine. Quand ils arrivent dedans, ils vont marcher sur des passerelles en métal qui zigzaguent entre les silos de plusieurs mètres qui semblent contenir quelque chose d'assez malodorant. Et là, il leur montre un silo en particulier et quand on regarde à l'intérieur, ils vomissent. Emily nous dit que quelques heures plus tôt, Monica était venue dans cette usine qui n'est pas du tout abandonnée, c'est simplement éloignée de la ville parce que c'est une station d'épuration. En gros, c'est là qu'ils traitent les déchets matières fécales quoi.
Merde. Monica était venue pour aider à nettoyer l'endroit. C'était pas la première fois qu'elle le faisait du tout, d'ailleurs elle avait vraiment l'habitude de venir assez souvent pour aider. Sauf qu'en nettoyant la cuve et en se penchant d'un peu trop près, Monica est tombée au fond de la cuve de 5 mètres de haut, remplie d'excréments humains. Emily, elle nous dit que lorsqu'elle est tombée, elle a été réceptionnée dans une matière assez épaisse, comme de la boue, et du coup elle n'est pas morte sur le coup. Mais malheureusement, en essayant de se relever, les excréments ont agi de la même manière qu'un sable mouvant. Ses pieds et ses jambes et ensuite son corps se sont fait aspirer à mesure qu'elle bougeait. Et le pire, c'est que la cause officielle du décès, c'est une noyade, puisque son autopsie a révélé que les poumons de Monica étaient remplis d'excréments, et que c'est donc ça qui l'a tuée. C'est une mort absolument ignoble, et comme quoi sur la chaîne Julano, parfois je vous sors des histoires de merde. Ouah. Est-ce que je la garde celle-là? Les amis, la prochaine histoire est encore une fois une phobie qui vient d'être unlock, comme ça, je l'avais pas avant, et maintenant je vais l'avoir, et vous aussi, de rien. Et c'est un homme de 28 ans qui va nous la raconter, qui s'appelle Michael. Michael, il nous dit qu'il s'est réveillé au son d'une pluie battante sur le toit de sa maison, qui est située à Hull, dans une ville au nord de l'Angleterre. Michael, il nous explique que cette année-là, il y a une pluie torrentielle qui s'est abattue sur l'Angleterre pendant un mois entier. Il nous dit que les rues étaient inondées, que les gens en avaient marre de voir la pluie tous les jours, et vraiment c'était un enfer. Et comme les dernières semaines, Michael il nous dit qu'il se réveille au son d'une pluie battante. Et cette journée-là, il sait qu'il doit absolument aller au travail, dans un magasin de poissons tropicaux. On juge pas le métier, mais... bizarre quand même. Michael nous dit que normalement il n'est pas censé travailler cette journée-là, mais il nous explique qu'il y avait une rue juste derrière le magasin qui était toujours inondée à cause des débris qui bouchaient les égouts. Et le propriétaire, donc le patron de Michael, était un homme assez âgé. Et du coup il devait toujours sortir et essayer de nettoyer les débris lui-même. Et forcément Michael il savait qu'il allait avoir du mal à cause de son âge et il avait donc l'impression que c'était un peu sa responsabilité de devoir l'aider à nettoyer. Non mais franchement on aime bien l'esprit. Du coup Michael il s'est habillé, il a pris son petit déjeuner, puis très doucement il s'est faufilé par la porte d'entrée pour aller à sa voiture. Michael il nous dit qu'il doit faire très attention de pas faire trop de bruit parce qu'il ne voulait surtout pas réveiller son père avec qui il vivait. Michael il nous dit que lui et son père ont toujours été très proches, mais que depuis la mort de sa mère, tous les deux se sont encore plus rapprochés et qu'il aimait vraiment vivre avec lui, mais le problème c'est que son père était un petit peu trop protecteur. Et par le temps qu'il y avait dehors, il l'aurait jamais laissé sortir. Michael a donc sauté dans sa voiture, il a directement fait le tour du magasin et effectivement, toute la rue elle était inondée. Vraiment c'était un scénario catastrophe et de toute évidence, il y avait des débris qui avaient bloqué le système de drainage de l'eau. Du coup, Michael il commence simplement à enlever les débris qu'il y avait par terre. Néanmoins, Michael il comprend vite que c'est la grille d'égout qui était bouché par des débris et du coup il descend du trottoir et il se fout dans cette eau froide et boueuse et il commence à se diriger vers l'endroit où il savait qu'il y avait la grille. Et du coup lui son but c'est d'enlever les déchets qu'il y a devant la grille pour laisser l'eau partir. Et donc pendant qu'il marche il nous dit que l'eau elle commence déjà à monter et qu'elle lui arrive limite aux chevilles et lorsqu'il arrive à l'endroit là où il y a la grille, tout à coup Michael il commence à sentir une incroyable pression sur ses pieds et il commence à être tiré vers le bas. Michael il a essayé de bouger mais ses pieds étaient ancrés au sol. Et peu de temps après il nous dit qu'il a commencé à être tiré vers l'avant. Puis il est tombé. Michael il s'est vite retrouvé jusqu'au cou dans l'eau et il a ressenti une douleur horrible à la cuisse. En fait, Michael ne le savait pas à ce moment-là, mais sa jambe, elle avait été aspirée par la grille d'égout qui avait été ouverte. Sauf que ça, il le savait pas parce que l'eau était tellement trouble et il y avait tellement de déchets au-dessus qu'il pouvait pas le voir. Et par la même occasion, sa chambre, elle est passée dans le trou et ça lui a carrément explosé la cuisse. Michael nous dit qu'il souffre atrocement à cause de sa jambe et qu'il a littéralement de l'eau glaciale jusqu'au cou. Il nous dit même que parfois il doit souffler pour pas que l'eau lui rentre dans la bouche. Il essaie de sortir et quand il voit qu'il peut vraiment pas bouger, il commence à crier à l'aide. À ce moment-là, il y a le propriétaire de la poissonnerie qui sort et il voit que Michael commence à se débattre et instinctivement il comprend qu'il y a un truc qui va pas et il appelle la police. Quand les premiers policiers sont arrivés sur les lieux, Michael il était encore dans l'eau jusqu'au cou et ils se disent que la meilleure solution c'est logiquement de le tirer. Sauf qu'en essayant de le lever pour le sortir, Michael il pousse un cri d'agonie horrible qui fait immédiatement lâcher les policiers. À ce moment-là, tout le monde se rend compte que la situation va être beaucoup plus complexe que prévu. En fait, Michael il est coincé dans ce trou d'égout et il provoque lui-même un bouchon qui inonde encore plus la rue et du coup ça fait encore plus monter le niveau de l'eau, ce qui le fait encore plus aller dans l'égout. Quelques heures après, il y a des dizaines de policiers et de pompiers qui viennent sur place et qui tentent de couper la grille, de faire barrage, d'évacuer l'eau et même de tirer Michael avec un Land Rover. Mais rien n'y fait, il nous dit qu'il est tout simplement coincé au point où c'était juste impossible de sortir, à moins qu'ils utilisent la dernière solution, lui amputer la jambe. La police va directement contacter un médecin qui est prêt à faire l'opération sous une pluie torrentielle et dans les pires conditions climatiques et hygiéniques. Et évidemment, entre-temps, le père de Michael, il a été prévenu. Et lorsqu'il arrive sur les lieux, on lui explique qu'on va tout simplement couper la jambe de son fils. Et de toute façon, il n'y a pas le choix parce qu'il va littéralement se noyer dans quelques heures sinon. Voyant que le niveau d'eau monte à vue d'œil, les policiers demandent au père de Michael de rentrer chez lui et d'attendre d'être appelé pour récupérer son fils. Du coup, le père de Michael rentre à la maison, il se met sur le canapé, il allume la télé, et là, ce qu'il voit à la télé, c'est les informations. Et les informations, il montre en direct son fils,
coincé dans l'évacuation des égouts. Sauf que les amis, je vous ai un petit peu menti. Cette histoire ne nous a pas été racontée par Michael, mais par son papa. Parce que quelques minutes plus tard, le père de Michael va regarder son fils mourir devant ses yeux aux informations. En fait, lorsque le médecin est arrivé avec la scie spéciale pour lui couper la jambe, il était déjà trop tard. Michael, il est mort d'hypothermie et c'est malheureusement ainsi que se termine cette malheureuse histoire. En tout cas, c'est une histoire que je trouve absolument horrible, triste et c'est une nouvelle phobie du coup de marcher sur les bouches d'égout. Les amis, la prochaine histoire nous a été racontée par Camille. Elle nous dit qu'elle avait 28 ans à l'époque des faits et que depuis 4 ans, elle vivait dans une petite ville du département de Yamagata, un très joli département dans le nord du Japon connu pour ses montagnes. Et elle nous dit que Yamagata, ça veut dire montagne apparemment. Précise d'ailleurs que Camille est française, c'est un thread français. Elle nous dit que cette histoire s'est passée quelques mois après la séparation avec son petit copain qui était lui toujours en France. C'était son premier amour, il a duré environ 9 ans et elle nous dit qu'ils se sont séparés à cause de la distance qui les rendait fous et elle nous dit que de son côté elle se voyait pas rentrer en France parce qu'elle adorait son boulot et qu'elle se sentait tout simplement accomplie au Japon et que de son côté lui il avait trouvé un travail en France qui le passionnait et il voulait juste pas se faire souffrir mutuellement. Elle nous dit néanmoins que la séparation a été très difficile et que pendant un petit moment elle a quand même été assez triste. En gros elle nous dit qu'elle a arrêté d'aller à la salle de sport et qu'elle a commencé à boire du vin tous les jours, plusieurs fois par jour. Bref, en gros, elle s'est complètement laissée aller. Elle nous dit qu'à un moment donné, ses amis l'ont remarqué et qu'ils lui ont tous dit de rencontrer un nouveau garçon pour se changer les idées et pour regagner l'envie de faire quelque chose dans sa life. Sur le moment, elle nous dit que l'idée n'était pas mauvaise et que ça pouvait que l'aider à casser la routine. Sauf qu'elle nous dit qu'il y a un problème, c'est qu'elle habite dans la campagne japonaise. Le département de Yamagata, c'est un des départements les plus vieillissants du Japon. Elle nous dit que beaucoup de ses amis avaient 40 voire 50 ans. Du coup, forcément, trouver un potentiel partenaire de moins de 40 ans qui lui plaise, c'est quasiment impossible. Elle nous explique aussi que ses amis lui ont recommandé d'utiliser une application de rencontre. Bien entendu, elle nous dit qu'il y avait très peu de gens sur l'application autour d'elle. Elle a dû donc élargir un petit peu ses recherches pour voir les départements aux alentours. Et après une soirée à swiper, elle nous dit qu'elle a reçu un like de Brandon, un garçon très charmant avec un très beau sourire. Elle nous dit qu'il est 2 ans plus jeune qu'elle, mais qu'elle engage quand même la conversation. Il a plutôt le sens de l'humour, il a pas l'air trop bête et il répond assez vite à ses messages. Elle nous dit qu'il venait juste de sortir de l'université et qu'il était rentré dans sa ville natale pour trouver du travail dans une agence immobilière. Seul petit problème, il habitait dans un département qui s'appelle Akita. C'est à 3h30 en train de chez elle. Camille, elle va quand même continuer à discuter pendant 2 semaines avec lui sans jamais vraiment le rencontrer. Après ça, elle nous dit qu'elle a pas vraiment échangé pendant 1 semaine et elle s'est dit que voilà, il était passé à autre chose et que c'était pas si grave que ça. Du coup, elle arrête d'utiliser l'application et 1 semaine après, elle reçoit un message et c'était Brandon. Il lui explique qu'en gros son agence immobilière lui a donné une mission de négociation qui se trouve dans la ville de Camille. Et du coup il propose de se rencontrer le lendemain soir. Camille a dit qu'elle était assez surprise d'apprendre qu'il avait des négoces dans sa petite ville, mais elle accepte. Du coup il se donne rendez-vous à la gare pour aller boire un verre dans un izakaya aux alentours. Tu te fous de la gueule du monde Camille là. En gros, c'est un pub. Le soir venu, Camille elle arrive à la gare et elle nous dit déjà qu'il est en retard. Au final, elle le voit arriver au loin et elle nous dit qu'au moins elle est soulagée, il ressemble vraiment à ses photos. Elle nous dit que c'était un très beau garçon, un peu playboy, et elle remarque quand même que plus il se rapproche et plus elle se rend compte qu'il est tout tremblant. Elle ose pas trop lui faire la remarque sur le moment parce qu'elle se dit qu'il est très timide et Brandon lui dit qu'elle est très jolie et qu'il est très content de la rencontrer. Et Camille, elle sait pas pourquoi, mais elle a l'impression que son sourire, il est faux. Elle nous dit qu'elle n'arrive pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose qui la met mal à l'aise, une sensation désagréable dans son ventre. Du coup, elle nous dit qu'il rentre dans l'izakaya, juste à côté de la gare, et elle nous explique que c'est un izakaya avec compartiment. En gros, c'est pas vraiment des pièces fermées, c'est des cloisons qui séparent les tables, de sorte à ce qu'on voit pas les autres, mais qu'on puisse quand même tous s'entendre. Elle nous dit que d'abord, elle prend une bière pour commencer la soirée, comme c'est d'usage au Japon. Alors Camille, tu commences à me courir sous l'haricot parce qu'en France, on commence aussi à la bière, et on se la pète pas. Camille, elle nous dit qu'il papote un peu, ça le détend, et il arrête de trembler. Elle s'intéresse un peu à lui et elle lui demande si son collègue a apprécié la ville. Et là, il lui répond « Non, je suis venu seul ». Et là, Camille, elle nous dit direct que c'est étrange. Parce qu'en fait, elle nous dit que quand t'es en première année et que t'es envoyé aussi loin pour des négociations, t'es jamais sans un collègue plus expérimenté à tes côtés. En tout cas, elle nous dit qu'à son boulot, ça se passerait jamais comme ça, mais elle se dit sûrement que les règles changent d'entreprise à entreprise, donc y a pas de problème. Elle lui demande ensuite si le voyage en train n'a pas été trop ennuyeux, ce à quoi il répond « Ah non, mais je suis venu avec ma voiture, hein ». Camille, elle nous dit qu'encore une fois, c'est très bizarre, parce que pour les longs trajets de préfecture en préfecture, normalement, dans ce genre d'emploi, on voyage en train. Mais encore une fois, elle nous dit que c'est peut-être une règle spéciale de son agence immobilière. Camille, elle finit quand même par lui demander avec quelle agence il travaille, parce qu'elle avait justement déménagé il y a pas longtemps et peut-être qu'elle connaissait ses partenaires. Et là, il est assez surpris de sa question. Il bafouille un truc et il lui répond qu'il a négocié avec une grande chaîne immobilière de sa ville. Et elle nous dit qu'elle est quand même
même rassurée parce que même si c'était pas la sienne, elle avait déjà entendu parler d'eux. Du coup là c'est bon, la pression elle redescend, elle comprend que personne lui a menti, que le mec travaille vraiment là-bas et que tous les deux connaissent l'entreprise. Camille elle commande une deuxième bière et forcément au bout d'un moment elle a envie d'aller aux toilettes. Du coup elle s'absente, elle va aux toilettes et en même temps elle remet ses fossiles. Donc elle nous dit qu'en fait elle est partie pendant environ 4-5 minutes. Et lorsqu'elle revient à table, elle se remet à discuter et elle veut boire une gorgée de sa bière. Dès l'instant où elle a agrippé sa chope de bière, elle a senti que le regard de Brandon a changé. Son regard n'était plus du tout le même qu'avant qu'elle aille aux toilettes. Et elle nous dit qu'elle a à nouveau cette sensation désagréable dans son ventre, comme quand elle lui avait souri à la gare. Elle prétexte alors que sa bière est dégueulasse et qu'elle aime pas du tout la Sapporo et que ça lui donne envie de vomir et qu'elle préfère passer à une autre boisson. Et là elle lui demande tu finis pas ta bière? Comme s'il avait l'air un peu déçu. Elle lui dit que non, elle aime pas ça, et lui dit c'est dommage, hein, tu gâches quand même la moitié d'une chope là. Camille elle s'excuse encore une fois en lui disant que la bière est vraiment pas à son goût et qu'elle a envie de vomir. Et là elle lui répond mais t'arrivais très bien à la boire juste avant. Là du coup elle nous dit qu'elle va jouer la carte de l'étrangère polie, donc en gros elle explique qu'elle se force à boire des bières au Japon parce que c'est dans leur coutume et qu'elle voulait simplement suivre la tradition mais qu'en fait elle trouve ça dégueulasse. Et du coup Brandon commence à lui dire que c'est du gâchis et il commence à la faire culpabiliser. Et là Camille elle se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il veut à ce point qu'elle boive sa bière. Elle lui dit alors que si t'as pas envie de faire de gâchis, t'as qu'à la boire à ma place. Et là, Brandon prétexte qu'il avait déjà trop bu, qu'il était trop bourré et que demain il devait conduire pour aller à Akita. Sauf que encore une fois, c'est louche parce que Brandon il a que bu une seule bière et demie. Et là, Camille elle nous dit qu'elle a la quasi-certitude que son verre, il y a un truc bizarre dedans et qu'il l'a mis quand elle est partie aux toilettes. Et elle dit aussi par la même occasion qu'elle commence à sentir qu'il a de mauvaises intentions et qu'elle doit absolument trouver un moyen de finir cette rencontre. Du coup, ils abandonnent l'histoire de la bière et continuent à discuter pendant 1 heure ou 2 et à un moment donné, il part aux toilettes. Malheureusement, il a pris sa sacoche avec lui donc elle peut pas voir s'il y a des trucs bizarres dedans, mais par contre, ce qu'elle peut faire, c'est regarder sa bière. Et au fond du verre, elle voit qu'il y a un dépôt blanc. Mais à la différence des dépôts de levure qu'on peut trouver dans certaines bières non filtrées, pour ceux qui boivent pas de bière, c'est vraiment comme de la levure ou de la poudre au fond de la bière. Mais là, elle nous dit que c'est une poudre blanche très fine, un petit peu comme un dépôt de Doliprane. Elle a pas le temps de sortir son téléphone portable pour rechercher sur internet que Brandon est déjà là. Finalement la soirée se termine et il lui dit qu'il va dormir dans sa voiture d'un air un peu triste. Elle lui dit alors pourquoi est-ce que tu vas pas dormir à l'hôtel juste en face? Ton entreprise va quand même te rembourser la nuit. Et là en fait il lui dit que son agence avait prévu qu'il rentre dans la journée et comme il est resté le soir, c'est à lui de payer la nuit. Mais il lui dit quand même que si elle a envie de passer la nuit avec lui, il peut quand même payer une chambre d'hôtel pour les deux. Encore une fois elle nous dit qu'elle a une sensation très bizarre dans le ventre et vraiment elle aime pas du tout le feeling. Du coup elle met fin à la conversation, elle lui dit bonne nuit et elle prend un taxi pour rentrer chez elle. Le lendemain matin, elle raconte à sa collègue ce qui s'est passé et sa collègue lui dit qu'elle a un ami qu'elle connaît dans l'agence où Brandon travaille et étant un petit peu inquiétée par l'histoire, elle appelle son ami pour lui demander si Brandon travaille bien chez eux. Et là, elle va avoir une réponse qu'elle va pas aimer du tout. Déjà, il n'y a aucune négociation qui était prévue le jour où elle a rencontré Brandon. Il n'y a personne du nom de Brandon qui travaille là-bas, et son ami rajoute que normalement, on n'envoie jamais des premières années tout seul faire des négociations. Camille, elle trouve ça quand même bizarre, du coup elle décide de retourner à l'izakaya en question, et elle apprend que la Sapporo qu'ils servent est filtrée. Autrement dit, il n'y a jamais de dépôt au fond. Du coup, au fond de sa bière, c'était pas de la levure. Elle nous dit qu'elle s'en veut beaucoup d'avoir baissé sa garde et d'avoir pensé qu'un garçon charmant n'était pas dangereux. Après ça, elle nous dit quand même qu'elle a bloqué Max sur sa messagerie et qu'elle s'est jurée de ne plus jamais rencontrer quiconque sur une application de rencontre. En tout cas, Camille, on espère que tu as retrouvé quelqu'un d'autre. La dernière histoire nous est racontée par John. Il nous dit qu'au moment où il écrit le post, il a 30 ans. Et ce qu'il s'apprête à nous raconter s'est passé il y a 15 ans. Ça s'est passé le soir d'Halloween et le soir où il écrit le post, c'est Halloween. Donc ça s'est passé 15 ans, jour pour jour. Tout d'abord, il nous dit que sa mère l'a eu très tôt. Elle l'a eu quand elle avait 16 ans. Et il nous dit qu'il a jamais connu son père. Et qu'après lui, sa mère a eu 2 autres enfants, 2 filles avec un autre homme qu'elle a rencontré plus tard à son travail. D'ailleurs, il nous dit qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. La première fille s'appelle Léa et sa mère l'a eu à 28 ans. Puis elle a eu une deuxième fille, Angèle, qu'elle a eu à 31 ans. Au moment des faits, Léa, elle a donc 4 ans et Angèle, elle venait de fêter ses 1 an. Quant à John, il nous dit qu'il avait 16 ans au moment des faits. Il nous dit aussi que l'histoire s'est passée en 2005 et que c'était le soir d'Halloween. Et il nous dit que comme il avait quasiment 16 ans, il avait déjà l'habitude de garder ses petites sœurs quelques heures dans la semaine pendant que ses parents partaient faire les courses ou prenaient un peu de temps pour eux. Et c'est effectivement ce qu'ils ont décidé de faire ce soir-là. En quelque sorte, pour fêter Halloween, ils sont partis et ils l'ont laissé avec les enfants. Il nous dit que tout a commencé vers 21h. Alors qu'il regardait la télé, il nous dit qu'il y a des trucs un peu bizarres qui ont commencé à se produire. Premièrement, il nous dit qu'il a entendu un bruit qui venait du jardin. Au début, il nous dit qu'au vu des bruits qu'il entendait, il a cru que c'était Léa qui jouait dans sa cabane. Il nous dit qu'elle y passait énormément de temps et qu'en général, quand on savait pas où la trouver, on savait qu'elle était là-bas. Sauf que là, il était quand même super tard pour elle et elle était censée être au lit depuis déjà 20h30. Du coup, John il déverrouille la porte et il sort pour aller lui dire de se coucher. Et au début, il a pas réalisé, mais une fois dehors, il se rend compte d'un truc assez important. Il a lui-même couché Léa à 20h30. Et le seul accès au jardin se fait par le salon, l'endroit où il était justement en train de regarder la télé. De plus, il nous dit que la porte était verrouillée et que c'est lui qui l'a ouverte. Autrement dit, il n'y a aucun moyen pour Léa de sortir. Donc,
qui vient de faire ce bruit. En plus, il était vraiment 100% sûr d'avoir entendu quelque chose, et c'est là qu'il a commencé un petit peu à paniquer. Il a senti une petite boule monter dans son ventre. Il nous dit qu'il avait juste un très mauvais pressentiment. Au début, il se remet un petit peu en question, il se dit que c'est normal. Au début, il se dit que c'est le vent qui a fait claquer un volet. En gros, il essaie de trouver un truc logique. John, il finit par rentrer et se remettre devant la télé, et quelques minutes après, il nous dit que son ventre ne va pas du tout mieux. En fait, il avait juste vraiment un espèce de doute et un pressentiment. Il lui donnait vraiment l'impression de devenir fiévreux. Dans le but de se rassurer, il se dit qu'il va aller voir comment vont ses sœurs, et il commence par vérifier la chambre d'Angèle, sa sœur d'1 an. Il nous dit que c'est la seule chambre au rez-de-chaussée et c'est la plus proche de chez lui. Lorsqu'il ouvre la porte, il nous dit qu'elle dormait paisiblement. Mais pourtant, il sait pas pourquoi, mais dans sa tête, il y a une voix qui lui dit de ne surtout pas la laisser seule. Il a un espèce de pressentiment qui lui dit de ne pas la quitter des yeux. Il nous dit que déjà à l'époque, il avait un très bon instinct et qu'il l'a toujours écouté, et cette soirée-là, c'est ce qu'il va décider de faire. Du coup, il va prendre sa petite sœur dans les bras, forcément ça va la réveiller et elle va se mettre à pleurer, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il entend un autre bruit. Il entend plus précisément des bruits qui viennent de dehors, comme si quelqu'un était en train de courir en s'éloignant. Et il nous dit aussi que ces bruits ils viennent du côté de la fenêtre d'Angèle. Du coup, il décide de s'avancer pour voir ce qu'il y a dehors, et c'est à ce moment-là qu'il entend sa sœur crier. Sauf que c'est pas Angèle dans ses bras qui crie, mais Léa, qui était censée dormir dans la chambre à l'étage. Tout en regardant le bébé dans les bras, il décide de courir pour monter dans les escaliers, et il nous dit qu'il a même pas besoin de monter, parce qu'en face de lui, il y a la porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, elle est grande ouverte. Et autant vous dire que ce qu'il voit, ça le terrifie. Il y a un homme qui ouvre la porte et qui sort de chez lui. Il nous dit qu'il devait probablement être dans la maison depuis un certain temps et qu'en entendant Léa crier, il a décidé de fuir en sortant par la porte d'entrée. Sauf qu'il y a un autre truc qui va pas du tout, c'est que dans les bras du mec, il y a Léa. Et John le voit courir dans son jardin. Il nous dit que lorsqu'il est sorti, il l'a vu atteindre une voiture qui était garée devant la maison et il est tout de suite rentré dedans. À partir de ce moment-là, il nous dit que ça a duré que quelques secondes, mais malheureusement c'était quelques secondes de trop. Il était tellement tétanisé de voir Léa se faire enlever sous ses yeux. D'un côté, il voulait agir et l'aider, et de l'autre côté, il avait encore sa sœur d'1 an dans les bras et il savait pas trop quoi faire. Et il nous dit qu'il est resté là, au milieu de la rue, sans pouvoir rien faire. Quand ses parents sont rentrés, John avait déjà appelé la police. Et plus tard, l'enquête va révéler plusieurs choses. Premièrement, il y avait des traces de pas dans le jardin autour de la petite cabane de sa sœur. Il y avait donc un homme qui avait fait du bruit pour l'attirer, et malheureusement, lorsque John est sorti pour voir ce que c'était, il a laissé la porte ouverte. Et c'est là que quelqu'un s'est faufilé discrètement derrière lui pendant qu'il était en train de checker la cabane. Ils ont aussi appris autre chose, c'est que le parterre de fleurs devant la chambre d'Angèle avait été piétiné. Et il nous dit que devant sa chambre, c'est une fenêtre coulissante, simplement retenue par un système d'aimant, et il nous dit que c'est tout aussi facile de l'ouvrir de l'intérieur que de l'extérieur. Il y avait donc bien quelqu'un qui s'apprêtait à enlever Angèle, et grâce à son instinct, il a littéralement réussi à lui sauver la vie. 3 jours plus tard, les 2 hommes ont été retrouvés ainsi que la voiture, mais malheureusement, ils avaient probablement des complices qui n'ont jamais été attrapés. Quant à sa sœur, elle n'est jamais revenue à la maison. Il nous dit que ça fait 15 ans ce soir-là, lorsqu'il écrit ce post, un soir d'Halloween, que sa sœur a disparu, et qu'il se demande où est-ce qu'elle est, avec qui et si elle est encore en vie. Il nous dit aussi que c'est un sujet très tabou dans sa famille et que personne n'ose en parler, et qu'il a senti que depuis ce jour, sa mère lui en veut terriblement. Donc on envoie énormément de soutien à John qui se reconnaîtra peut-être dans l'histoire, et on lui envoie bien sûr toute notre force. Si jamais vous n'étiez pas au courant, mais j'arrête les true crime sur la chaîne, juste parce qu'en fait c'est beaucoup trop compliqué au niveau des monétisations. Du coup j'ai décidé de faire différemment. Vous pouvez souscrire à un abonnement à la chaîne où j'y posterai des true crime, sauf que cette fois-ci ils seront non censurés, donc je vais montrer toutes les scènes de crime, il y aura rien de flouté. Ce sera des épisodes beaucoup plus gore et je vais aussi beaucoup plus décrire ce qui s'est passé. Donc j'avoue que si vous avez moins de 16 ans là c'est vraiment pas le top parce que ça va être assez hard, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et surtout c'est la seule manière de pouvoir vous le donner sans littéralement couper 99% de ce qui s'est passé parce que YouTube n'aime pas. En attendant les amis, j'espère que les threads d'horreur vous auront plu. Prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao et bonne nuit. Mais bon, encore une fois, elle dit que c'est une... Mais encore une fois, elle dit que c'est peut-être une règle spéciale. Mais encore une fois, elle nous dit que c'est une règle spéciale peut-être de... Oh putain, nique ta race.